Bonjour, bonjour et bon réveil, mesdames, messieurs. Merci d'être là en ce deuxième jour du Ramadan et qui correspond au 7 mai 2019. Merci encore d'être là. Et puis, dans Bonjour d'Algérie, aujourd'hui, nous aurons l'occasion de parler de ce mois de Ramadan à travers la rubrique de Monsieur Grig Hassan, qui parlera aujourd'hui de savants musulmans, savants ayant marqué l'histoire de la ville de Tlemcen. Et oui, ce sera l'occasion. Et puis, parlons un petit peu de météo. Dans un petit moment, nous allons avoir un point météo avec Amel Laribi qui nous dira un petit peu si la météo va être clémente comme d'accoutumé. Depuis quelques années, on s'était habitué à un temps plutôt modéré durant le mois de Ramadan. On va voir un peu ce qu'elle va nous dire et quelles sont les nouvelles du ciel avec elle. Et puis, dans cette matinale, nous parlerons également de renouveau du théâtre Amazigh au Canada. Donc, c'est une troupe qui va sillonner un petit peu l'Algérie à travers surtout des escales où se trouvent les planches du théâtre national. Et bien sûr, voilà, c'est tout un parcours, tout un itinéraire pour les pièces proposées à partir du 12 mai. Donc, on donnera les détails tout à l'heure avec nos invités. Et puis, en parlant d'invités, ils seront aussi autour de Nassiba Jaïdir dans la rubrique Mosaïque consacrée aux arts visuels, vous le savez, pour les plus fidèles. Et donc, aujourd'hui, elle reçoit des artistes en herbe qui étudient toujours à l'École supérieure des beaux-arts. Ils sont à l'honneur dans une galerie d'exposition et puis on verra un petit peu le détail avec eux et puis on va voir un petit peu à quoi aspire cette jeunesse en matière d'art. Dans notre matinale, nous aurons aussi l'occasion de parler de cinéma avec Nabil Kitouni qui va nous rejoindre tout à l'heure dans sa rubrique et puis voilà, qui est dit par rapport à la programmation de ce matin. Encore une fois, merci d'être avec nous dans Bonjour d'Algérie. Je vous souhaite un excellent réveil, une excellente matinée avec nous, pourquoi pas. À tout de suite. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et avec Amel, bien sûr. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, oui. Pas trop dur le jeûne? Non, ça va. Ça a va. été, oui, ça a été. Vous qui vous levez très tôt tous les matins Oui, pour nous oui. permettre de connaître les nouvelles du ciel. J'ai un chat dans la gorge qui ne veut Oui. pas disparaître. Je vais vous laisser tranquille alors. Non, tout Non, va ça bien. va Tout va bien, mais c'est vrai que c'est un petit répit que je vais avoir là. Merci. Allez-y alors. Alors, Que disent les cartes? eh ben, c'est la chaleur aujourd'hui. Il va faire très chaud aujourd'hui. Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura un peu de brume en début de matinée, mais près des côtes ouest, laissant place à un beau soleil sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Par contre, les hauts plateaux de l'ouest, le centre et les Aurès, eh bien, on aura quelques passages nuageux. Également sur le Béchaoua, le Nord Sahara, le Gard et le Tassili. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, le Sahara central, l'extrême sud, les oasis, le Sahara oriental avec 2 fréquences seulement de sable sur le Sahara central et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont hausser sensiblement par rapport à hier. Le maximum 30 degrés du côté de Mascara, 29 à Tlemcen, 28 à Tizi Ouzou, 27 à Oran et El Biad, 26 degrés à Alger, 22 à Hennaba, 26 du côté de Séti, 24 à Batna, au sud 32 degrés du côté de Biskra, 35 Gardaïa Bécha, 38 Tindouf Adrar, 35 à Ilizi, Tamanrasset Janet et enfin 45 degrés le maximum Borj Bedi Mokhtar et In Gazam. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Copenhague, Berlin, Varsovie, Budapest, également Berne, Rome, Athènes, Marseille et Madrid. Nuageux à Londres, à Paris également, de la pluie par contre à Lisbonne, Dublin, également Bucarest. Côté température, eh bien, on relèvera 11 degrés à Copenhague, 13 à Berlin, 14 à Londres, 17 à Paris, 12 à Dublin, 12 également à Prague, 15 degrés à Budapest ainsi qu'à Berne, 19 à Rome, 20 degrés à Athènes, 18 Marseille et enfin le maximum cette fois-ci à Madrid avec 24 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci. C'est Vous moi qui connaissez remercie. par cœur votre Oui, jingle. le jingle, je l'ai. J'aime bien.
C'est excellent et c'est amusant. Merci beaucoup, C'est Amel. moi qui vous remercie. Passez également une excellente Très bonne journée et également. bon courage pour Merci. les heures de jeûne qui vous restent. Bah, vous aussi. Voilà, voilà pour ceux qui Bah, on sont s'y avec fait, hein. nous pour la première fois durant ce mois de Ramadan. Saha Ramadankoum. Oussiam Makboul, Inch'Allah. Saha Siamkoum. Et merci encore d'être avec nous dans Mon Jour d'Algérie. Alors tout de suite, on vous propose un portrait, le portrait de Dalila Koula Benadji, artisane découverte et rencontrée par Nassiba Jaïdia. Véritable perle de culture et corail, avec du cristal, et avec un motif dans lequel il y a 5 sujets qui représentent en quelque sorte la main de Fatma. Généralement, je travaille avec des pierres précieuses, semi-précieuses plutôt, avec du corail, de la perle de culture, du cristal, voilà, et des sujets en plaqué or, en argent. J'ai tout le temps aimé tout ce qui était perles, paillettes, strass. À un certain moment, j'aimais broder avec des perles et des strass et tout ça. Et au fil du temps, je me suis spécialisée uniquement dans le bijou. Depuis que j'ai ouvert les yeux sur ma grand-mère, je me rappelle, elle n'enlevait jamais ses bijoux. Elle était tout le temps avec des bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles. Elle portait même le rdef, comme on dit, à la maison. Et ça me plaisait beaucoup. Quand elle marchait, elle faisait du bruit, c'était joli. Donc pour moi, le bijou, il est très très important pour une femme. Un bracelet en turquoise et perles de culture avec des petits motifs or pour donner plus d'éclat au bijou du moment qu'il n'y a pas de cristal, donc ça brille pas beaucoup. Le bracelet, il est en plaqué or, d'accord. Les petits sujets aussi. Et vous avez là des perles
vous avez la perle de culture, la pierre marine, et vous avez aussi des turquoises. Voilà. Donc là, je suis en train de faire le montage des perles sur le bracelet. Ensuite, je finis par le fermoir. Voilà. Ça donne un peu ça, regardez. Voilà. Une fois que je dessine le produit et que je le réalise, je cherche la perle et tout ça. Une fois que le produit est fini, non seulement c'est une vraie détente, mais en plus de ça, c'est une satisfaction parce que là, je suis très contente de voir mon produit fini et puis... Et c'est toujours très agréable, mesdames, messieurs, de revoir les personnes passionnées, les personnes qui s'intéressent au bon goût, aux bonnes choses. Et bien sûr, Nassiba Djaidir en fait partie et nous fait de belles découvertes chaque mardi, vous le savez bien. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous et ravi de vous retrouver tous les mardis. On rôle comme Tani, Saha, Ramadankom, Belhna ou Saha, Inch'Allah. Ça va? Ça va, oui. Alors, très bien. on a pris, c'est pas, comment dire, les fourneaux depuis hier. Ah oui, et ben, comme tout le monde, hein, j'imagine. Oui, On s'est pas Ramadan, arrêté en hier. tout cas, j'imagine Ouais, que c'est le vrai. premier jour, vous Oui, avez dû absolument. garnir Vous et aussi. bien garnir, donc travailler sur la couleur de la table. Oui, tout à fait. Vous aussi, hein, j'imagine. Oui. Bien, Radia, on était en train de voir le reportage Oui. que j'avais réalisé sur une artisane d'art, Dalila Koula-Benadi, qu'on salue ce matin, si elle nous regarde. Elle est dans la création de bijoux, elle fait de très belles choses. Je crois qu'elle va exposer dans pas longtemps, parce qu'il y a une belle exposition qui se prépare du côté du Palais de la Culture Moufdi Zakaria, une exposition qui aura lieu à partir du 9 de ce mois. Donc, Oui. Chaque mois de Ramadan, on a oui, il y a une justement exposition, il y a des voilà, artisans, les artisans sont des regroupés. artisans, des artisanes qui se regroupent au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Il y en a qui font leur entrée, il y a des habitués, et puis à chacun sa passion, à chacun son support de travail et ses émotions. Et voilà, Dalila est dans le bijou, on va la retrouver peut-être certainement, très certainement dans pas longtemps au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Mais en attendant, nous avons une actualité qui nous anime et qui nous rassemble ce matin. Alors c'est l'exposition dont avait parlé notre invité la semaine dernière. Oui, On avait je me rappelle. reçu Amel Mihoub, la galeriste. Elle est très dynamique, elle est à sa 5e exposition. Et cette fois-ci, elle a regroupé des étudiants de l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Elle en a parlé, elle nous a donné un petit aperçu la semaine dernière. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir deux de ces étudiants qui exposent. Bonjour Faria Lihiaoui. Bonjour, je vous Merci. remercie d'abord pour l'invitation et je vous dis Hamdankom. Allah يسلمك صحة رمضان Merci. تاني. Accompagné de Abdelghani, ouais. Rappelez-moi votre nom. Allez, mais à coup Chiban. pas, Ah, allez-y. désolé, ce matin, j'ai oublié. J'ai une petite hésitation concernant votre... Non, certainement pas. Alors, Abdelghani, vous exposez depuis 2-3 jours à la galerie Le Pan et vous êtes... Voilà, et vous êtes étudiant à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Et puis je suis impardonnable. Et parce les qu'on a eu étudiants l'occasion- ont pour habitude de mettre des écharpes qui gênent nos micros d'ailleurs. Aïe, aïe, Voilà. Et c'est vraiment tendance, alors voilà. Mais, sauf qu'il ne faut pas tout. Oui, non, mais vous n'êtes pas habitué à ce micro, bien sûr. On le sait. c'est pas grave, c'est pas méchant. Alors, je reviens vers vous, Faria Lihiaoui. Vous êtes à la tête de cette organisation. Comment s'est passé ce premier contact avec la galerie? Comment vous avez été amené à exposer à Galerie Le Pan? Est-ce que c'est elle qui vous a contacté ou vous avez contacté la galerie? Racontez-nous. Alors, tout d'abord, en fait, on la remercie pour nous avoir donné cette chance et elle nous a ouvert les portes. Et
Et elle nous a le plus important, c'est qu'elle nous a fait confiance. Donc c'est rare vraiment de faire confiance à des jeunes qui sont débutants dans le monde de l'art. C'est important. Oui, c'est important. Ensuite, elle m'avait contactée. Donc il faut savoir d'abord que c'est une amie à moi. C'est venu tellement spontanément. Elle m'a contactée, elle m'avait dit « Filial, ça te dit qu'on fasse une exposition collective des étudiants ?» Je lui ai dit « D'accord ». Et c'est de là que l'incroyable expérience a commencé. C'était une aventure incroyable. Et c'est vous riche. qui avez été chargé de coordonner? Oui, de coordonner entre les étudiants, le thème, la thématique plutôt, l'organisation et de choisir les membres qui vont exposer. D'accord. Et en combien de temps vous avez pu monter cette exposition? En 3 mois. En 3 mois? En 3 mois. En fait, c'était entre choisir le thème, se mettre tous d'accord sur une thématique, s'organiser côté travail, chacun choisit une technique spécifique à lui. Donc, chacun était libre de s'exprimer avec la technique qui lui convenait. D'accord. Oui. Je rappelle que vous êtes étudiante en 3e année, section Oui, miniature. On reviendra dans un petit moment sur ce choix. Oui. Et là, donc, elle vous a contacté et c'est parti. Oui, en fait, j'étais dans mon atelier à l'aise, la vie est belle et tout ça. Et puis, elle est venue. Elle m'a dit ça t'intéresse d'exposer avec nous. Et puis, je me suis dit, premièrement, c'est quoi le thème? Parce que j'expose d'après des thèmes. Ça m'intéresse le thème plus qu'autre chose. Oui. En Et fait. c'est le thème qui Plus vous a que attiré, le fils oui, du peuple. exactement, c'est le fils thème. du peuple. Quand on a choisi, en fait, le fils du peuple, et c'était avec, vous savez, la période, c'était un peu chaleureuse. Et puis Oui, avec la conjoncture oui, ça m'a actuelle. vraiment intéressé. Puis je me suis dit, pourquoi pas? C'est notre devoir, en fait. D'accord, et c'est votre façon de participer, de vous exprimer. Exactement. C'est pas un plaisir, mais c'est un devoir, je pense. D'accord, et de vous faire avez ça. pu rassembler, puisque c'est vous qui avez coordonné, chargé de la coordination entre la galerie et les étudiants. Donc vous avez coordonné avec une quarantaine d'étudiants. Vous étiez 43 étudiants de toutes spécialités confondus. confondus, de la première année jusqu'à la 5e année. D'accord. Donc, c'était incroyable. On a tout fait, en fait. Les Je étudiants remercie- ont répondu présents Oui, enfin, très répond- rapidement. oui, voilà, avec leur engagement. J'avais besoin de leur engagement, c'était important. Et ensuite, grâce à Amal Mihoub, encore une fois, elle nous a donné une liberté totale, donc conception de l'affiche. Donc, au passage, je remercie... Très belle affiche, hein, elle est Et magnifique. je voudrais remercier ceux qui ont contribué à, à la réalisation de cette affiche. Donc, Dehia Kishou, Ayoub Rekah et Hamza Ihab. Ils sont tous étudiants à Ils sont l'école. tous étudiants qui ont aidé Dehia Kishou à la réalisation de cette très merveilleuse affiche. Je Et ils leur ont remercie. exposé aussi. Hein. Oui. Le cas a exposé. Rekah, Ayoub. Dehia, Ayoub. voilà. Oui, ils ont exposé. Donc, on a tout, en fait, on s'est investi et c'était quelque part pour prouver qu'on est capable. Magnifique. Et vous avez eu à Là, exposer c'est la mosaïque des artistes participants. Là, qui est c'est visible, Ayoub voilà. Rekah qui a fait l'affiche. Très bien. Oui, je reconnais quelques têtes parce que vous étiez très nombreux. Oui, 43. Allah Ibarak, vous étiez très Parfait. nombreux ce jour-là. Il y avait énormément de monde. Hein. Oui, D'ailleurs, on a travaillé difficilement parce qu'il y avait du monde. L'espace n'est pas très grand non plus. Et il y a eu du monde. Et puis, bien avant le vernissage, Radia, ils sont venus bien avant. Le vernissage, c'était à 15h. Nous, on était sur commençait présent à- à 14h. À 14h, il y avait du monde. Hein. oui. Donc, c'est pas évident de pouvoir avoir du recul, travailler. Mais on a quand même pu filmer toutes ces œuvres-là signées par de jeunes talents en herbe. Hein. Des talents prometteurs, je dirais. Des J'imagine talents que le prometteurs. téléspectateur est déjà curieux de voir Ah. un petit peu cette salle qui grouille de monde et qui aussi porte toutes ces belles œuvres voilà, sur les cimaises de la Galerie Le Pan. On Ouais, pourrait ça, peut-être se la passe voir tout de ça se suite. passe à la Galerie Le Pan qui se trouve au Centre des Arts de Riyad Del Fath. Donc, je vous invite à regarder Allez, on ce attache nos reportage. ceintures et on vient avec vous, Nassiba. D'accord. À la Galerie d'Art Le Pan, des étudiants sont à l'honneur. Des étudiants de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Ils sont une quarantaine à exposer leurs œuvres d'art. Chacun d'entre eux a laissé libre cours à sa créativité. Le fils du peuple,
C'est l'intitulé de cette exposition contrastée et aux styles variés. Ils ont participé chacun avec une œuvre. On a une grande diversité dans cette expo. Donc, ils ont travaillé sur une seule thématique qui est le fils du peuple. Mais chacun a travaillé à sa manière, ou ce qu'il ressent, ou il a pu s'exprimer comme il veut. La galeriste nous a donné une chance. C'est une belle expérience pour nous. Elle nous a ouvert les portes pour pouvoir entamer d'ores et déjà notre parcours artistique. En organisant cette exposition, la galeriste a voulu mettre en avant les prémices de leur talent. Un talent avec en toile de fond toute une sensibilité en éveil. À chacun son mode d'expression, son support de travail et sa touche artistique. À partir d'un thème, ils ont laissé vagabonder leur imaginaire. Ces jeunes étudiants expriment à leur manière leur ressenti. J'ai présenté un travail qui s'intitule l'adulte prématuré. Je voudrais parler sur l'enfance arrachée. Un enfant qui rentre dans le monde des adultes malgré lui. J'utilise toutes sortes d'outils, d'une base acrylique, mais je rajoute des éléments graphiques. Sur ma toile, j'ai exprimé la joie et le bonheur d'un enfant en pleine nature. Innocent et heureux, il fait ses premiers pas dans la vie. Un long parcours l'attend à l'horizon. Il ne sait pas quel destin lui est réservé. Tout en restant attentifs et à l'écoute de tout ce qui les entoure, ces exposants traduisent leurs émotions. Des émotions dans des œuvres d'art qui attirent bien des regards. Dans cette exposition, les étudiants des Beaux-Arts libèrent leur force créative. À chacun son inspiration et ses coups de cœur. J'ai exposé une gravure que j'appelle Bruit naïf. En fait, cette gravure est inspirée de ma sculpture. Genre, c'est une installation que j'ai faite, d'ailleurs que j'ai exposée récemment au Bastion 23. Et le concept, en fait, ça parle de la naïveté, le bruit naïf qui se dégage d'un gamin ou d'un jeune qui, à la base, en fait, c'est pas son bruit à lui. Lui, il est influencé. D'abord, je suis très impressionnée alors de voir toute cette créativité des étudiants de l'école des Beaux-Arts, de créativité de la jeunesse et aussi l'inspiration qui vient des événements qui se déroulent maintenant en Algérie. Et je crois que nous vivons dans une période vraiment importante du pays et cela ne m'étonne pas que ça donne aussi une inspiration. En tout cas, l'Algérie, c'est un pays qui a, par ses couleurs et les paysages et aussi voilà, l'apparence des gens, ça donne beaucoup d'inspiration aux artistes. Une belle occasion aussi d'échanger des idées et des expériences dans cette galerie. Une galerie d'art ouverte à toutes les aventures créatrices et qui encourage les jeunes talents. Voilà, c'était une belle balade donc dans cette galerie toute nouvelle, Le Pan. Une belle exposition, très contrastée, au style varié. Et j'imagine que vos professeurs étaient très fiers de vous.
On les remercie au passage pour l'encouragement. Ils étaient fiers, ils étaient émus. Donc Monsieur Larouk, Monsieur Karim Selgoua, ils étaient présents. Notre prof d'art plastique, Monsieur Houchen, ils nous avaient assemblés, nous avaient remerciés. Et plein d'autres artistes en fait. Il y avait plusieurs générations dans cette exposition. Il y avait l'ancienne génération, il y avait la génération d'aujourd'hui. C'était un mélange vraiment magnifique. On était tous émus et je suis vraiment contente. Et j'espère qu'on a fait passer notre message et qu'on a témoigné de ce qu'on voulait. Ouais, j'imagine, vous l'avez bel et bien fait passer. Vous parlez de Karim Selgoua, justement. Abdelghani, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer pour la première fois dans une résidence d'artistes. Ça a été une belle expérience. Abouab à Espaco, un espace d'art moderne et contemporain qui avait organisé avec des professeurs des Beaux-Arts, notamment Karim Selgoua, une résidence d'artistes. C'était en juillet dernier. Alors peut-être qu'on va essayer de replonger dans les souvenirs. On va voir voilà, on va vous voir là en train de travailler. Non, là c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça vient. Voilà. Nostalgique, ouais. On vous replonge dans de bons souvenirs. Oui, bien sûr. Vous avez travaillé sur une belle thématique Abouab. Et là, on vous voit à l'œuvre, concentré. D'abord, vous avez travaillé sur la toile, ensuite... Ensuite, la porte. La porte, c'était une porte que vous avez Exactement, réalisée. c'est un support contemporain quelque part. C'est un thème vraiment contemporain. On est sorti de traditionnel, on est sorti de toutes sortes de conditions sociales et artistiques quelque part. C'est Abouab et chaque personne, comment elle a interprété la porte. La philosophie de la porte, je ne sais pas que tous les camarades sont vraiment différents dans la thématique. Moi, personnellement, vous avez vu, je vous ai parlé déjà, c'est la porte de la prison. Il y avait une porte de la liberté, il y avait plein de portes en fait. Et là, vous vous étiez exprimé en toute liberté. Ouais. Vraiment avec toute liberté. C'était Karim Selgoua et je le remercie encore une fois. Et la galeriste, j'ai oublié son nom en fait. Non, on parlait de Madame Chérifi. De l'Espaco. Oui, parce qu'elle nous a donné toute Madame la Sadet liberté, Chérifi. exactement, toute la liberté pour s'exprimer dans ce vaste sujet en fait. Voilà. Et je vous retrouve à nouveau dans cette galerie qui vous réunit, qui vous rassemble. Ouais. Et ça a été, j'imagine, une belle expérience, Fériel. Eh ben, que vous inspire le Fils du Peuple, justement? On aimerait maintenant avoir un peu l'écho de ces jeunes. De cette par rapport thématique, à cette thématique. on y arrive. On a vu le côté artistique. Et vous vous êtes exprimé en toute liberté, conjoncture oblige. On va se dire qu'on est votre public aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez raconté? Quelle a été ton histoire par rapport au Fils du Peuple? Justement, on voit ces deux mains tendues. Oui, ces deux mains tendues, en fait, elles expliquent tellement de choses. C'est de donner l'espoir. Et comme l'intitulé l'avait dit, il ne faut pas juste s'attendre à ce qu'on vous donne la chance, mais aller de vous-même, aller faire. En fait, on est dans l'action. Donc n'attendez pas qu'on vienne vous donner quelque chose. Allez chercher. Voilà, donc c'est pour donner un peu l'exemple à cette nouvelle génération et aussi à ceux qui ont des opportunités à donner aux jeunes, à faire confiance, comme Amel Miroub l'a fait. Elle nous a fait confiance, elle nous a donné une liberté totale. Elle vous a tendu sa main. Voilà, elle nous a tendu sa main, exactement. Et là, la main qui est en haut, c'est la main du peuple, ma main, celui... En fait, il y a toute une symbolique en action dans votre œuvre d'art. Voilà, c'est d'aller vers, cette chance. Et c'était complètement un éclatement, vous qui êtes dans la miniature, hein. C'est différent. Oui. Alors qu'est-ce que tu as fait? Vous étiez dans tout votre confort quand vous êtes sorti de la miniature? Comment c'était? Oui, j'étais totalement... en fait, j'adore les mains et je me suis tellement inspirée de la chapelle Sixtine. Oui, là, les deux mains qui se rejoignent par les doigts. Exactement. Et en fait, j'avais deux amis, on était assis à la bibliothèque et je leur ai dit, voilà, faites comme ça. J'ai pris la photo et c'est de là que l'idée s'est développée. Et
c'est pour passer aussi un message d'entraide. Donc chacun, en fait, chaque personne qui regarde mon tableau, en fait, a une idée. Exprimer, Voilà. interpréter à sa manière Voilà, ce qu'il voit, ce qu'il exactement. ressent, en fait. Exactement. Mais ça n'a Tout à pas fait. étonné vos profs de vous voir vous détacher de la miniature Oui, pour quelque temps? en fait, ça les a étonnés, mais la miniature, tout d'abord, c'est pas vraiment tout ce qui est petit, mais c'est la technique, la fluidité, c'est la légèreté. Oui, en fait, j'avais utilisé la technique de la miniature, les nuages là qui accompagnaient les deux mains. Oui. C'est un peu léger. Une Voilà. petite nuée à côté. Allez, Voilà. on passe Oui, bien sûr. on passe à Voilà, l'autre- le temps qu'on me laisse la l'autre graine parole. d'artiste. Alors, Abdelrani, oui, bien sûr. Et comment? Abdelrani, j'y arrive, Radia, ne vous en faites pas, j'y arrive. Abdelrani, alors vous avez rendu hommage dans votre... c'est une façon de s'exprimer à une étudiante qui nous a quittés, Allah yarhamha, il y a quelques temps de ça. Exactement. Elle s'appelait Abla Rahoja. C'était une amie vraiment proche qui est décédée en fait, ça fait le 9 février. En fait, pourquoi je l'ai choisie dans cette thématique-là? Oui. Je trouve que quand on parle de fils de peuple, c'est un sujet assez, comment on dit, ça touche vraiment, tu vois, parce que le fils de peuple, c'est qu'il y a plein de choses qui l'entourent. Et moi, j'ai choisi en fait l'histoire de Abla. C'est pas que le personnage d'Abla, c'est son histoire. Ah, l'écharpe. ok. Oui, Oui. toujours. D'accord, donc vous parliez de Abla. Oui, c'était Abla. Donc, c'est l'histoire d'Abla qui était. Je pense qu'elle représente vraiment cette thématique-là. Parce qu'elle était vraiment la fille du peuple, en fait. Elle n'était pas la fille de quelqu'un, elle était la fille de peuple, carrément. Parce qu'elle avait ses idées, elle avait quelque chose à nous donner. C'est pour ça que je pense qu'elle nous a quittés vraiment. Quelque part. Trop tôt. Elle est morte accidentellement. Elle a été asphyxiée au monoxyde de carbone. Au monoxyde de carbone. Et ça m'a touché cette histoire. C'est comme elle fait Victor Hugo et tous les autres. C'est on choisit la thématique et puis on crée un personnage dramatique pour. Absolument. En fait, le fils du peuple, l'idée. c'est le titre générique de cette exposition. Mais ensuite, chacun d'entre vous s'exprime. Chacun exprime son vécu, son quotidien, sa manière de voir, ses ressentis. Et donc les thématiques diffèrent. Pour mais dire qu'on fait partie de vous. Oui. Donc c'est grâce au peuple qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. On n'est pas venu oui, comme ça. Voilà, on n'est pas venu comme ça. Absolument. Et puis après, chacun se retrouve dans cette œuvre. Ouais. Chacun peut l'interpréter à sa manière, chacun peut la voir à sa manière, et chacun peut se retrouver dans ces travaux-là. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans cette exposition, vous qui observez justement l'évolution des artistes depuis quelques années? Donc ce collectif vous a interpellé certainement. Absolument. Je voudrais que ce genre d'initiative se renouvelle parce qu'on rencontre pas, on n'a pas l'occasion malheureusement de rencontrer ces étudiants. Bon, on a l'école, les beaux-arts, mais ces étudiants, on ne les voit pas, ils sont pas il n'y a pas beaucoup de visibilité à l'extérieur. Peut-être vous exposez... oui. Est-ce qu'il y a une galerie? Oui, peut-être chacun. Oui, chacun expose de son côté. Mais en solo, mais c'est rare de voir. 43. La galerie, ça a eu le mérite de regrouper ces 43 étudiants. Ce n'est pas rien. Oui. Ce n'est pas rien. Donc elle a pu les regrouper et puis ça vous stimule les uns les autres. Ça vous a permis d'échanger, de rencontrer et d'aller à la rencontre du grand public aussi. Oui. Il y a les amateurs d'art, certes, qui viennent visiter cette exposition. Il y a les collectionneurs, mais il y a aussi le grand public. Et ça permet de voir toutes les étapes de préparation. La galerie se trouve est située au niveau du Centre des Arts de Riyad El Fed. C'est en fait Monsieur Tout le Monde qui peut venir au niveau de cette galerie. Il n'y a pas un public spécialisé. Oui. Et quelque part, c'est un apprentissage aussi qui prépare justement la carrière future de chacun d'entre vous. Tout à fait, ça vous prépare aussi à votre vie d'artiste. Plus tard, vous démarrez quelque part par là votre parcours, en fait. Même si vous avez exposé en solo, mais ça a été une belle expérience, j'imagine. Mais Fils du peuple, c'est aussi donner l'exemple aux jeunes générations, la culture, d'aller vers des galeries, d'aller vers des musées. C'est quelque part un appel pour leur dire qu'on est là, qu'on existe et qu'on fait partie de vous. Venez,
Voilà, venez où? À la Galerie Le Bon. À la Galerie Le Bon. Jusqu'à quand? On va en Jusqu'au profiter, 25 mai. justement, c'est une bonne perche. Jusqu'au 25 mai. Donc pendant 25 pratiquement une bonne partie de Ramadan. Hein. Oui. Une bonne partie de Ramadan, donc on un peut bon moment. aller visiter, découvrir et redécouvrir cette C'est ouvert en exposition. soirée, Nassiba? Ils ont Est-ce que la pas- galerie je- ouvre les soirées? On n'a pas encore. Je n'ai pas le voilà, détail, le détail, mais c'est vrai ça nous a échappé de demander à la On galerie la semaine on dernière. va rectifier le tir Mais voilà, ça nous prochainement, a mardi complètement prochain. échappé. La semaine dernière, elle était là pour annoncer, mais ça nous a échappé par contre, je reconnais, de lui poser la question. est-ce Oui, que ça mais sera certainement ouvert? qu'elle va Oui, le faire. en principe, certainement. ça sera ouvert parce qu'il y a des activités au niveau du Centre Oui. des Arts. Il y a tout un programme au niveau du Centre des Arts de Riyad El Feth. La galerie, je suppose, sera Ouvrira ouverte les en portes journée le et soir, comme- En tout cas, on va le confirmer dès la semaine prochaine. Avec après plaisir, mon et on va passage. transmettre En à tout Amel cas, Alimi dès demain Ça a pour qu'elle été donne un l'info. grand plaisir, Abdelghani Chiban, de vous recevoir. Plaisir. Et Ferial Yahyaoui, vous aussi qui avez baigné dans l'art depuis votre plus tendre enfance. Voilà. Merci Nassiba. Je vous en Passez une prie, ça a été excellente un journée, plaisir. une excellente deuxième journée de Ramadan. Donc encore une Inch'Allah. fois, c'est Ramadan comme. Merci à vous. Je vous remercie. Oui, et bonne fin de parcours. Justement, c'est la fin de l'année là, bientôt. Oui, c'est la fin. Donc on vous souhaite tout le succès et toute la réussite dans votre parcours et cette fin de cursus également. Et on espère vous revoir pour d'autres expositions, à l'occasion Oui. d'autres expositions, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, on Allez, aura. accrochez-vous. Oui, bien sûr. Bon vent, donc on rappelle vos noms, donc Ferial Yahyaoui et Abdelghani Chiban, donc deux étudiants de l'École supérieure des Beaux-Arts, donc rencontrés par Nassiba Djaidir. Merci Nassiba. Merci à vous. À très vite, Radia. je vous dirai. La semaine prochaine, Très Inch'Allah. bien. Quant à vous qui êtes avec nous, donc on poursuit notre petit bonhomme de chemin. Cette fois-ci, c'est Ferial Hamdi qui va justement être votre guide pour ce reportage qui va révéler tout le talent de ce plus jeune récitant du Coran, du sacré donc de Coran Karim, le Coran, le Saint Livre. Donc il s'appelle Abdelrahman Farah. Voyons un petit peu ses capacités dans ce gros plan signé Ferial Hamdi. Lui, c'est Abdelrahman Farah, âgé de 11 ans. Abdelrahman est un enfant pas comme les autres. Ce petit génie, issu d'une modeste famille de Ben Hamden au nord-ouest de Boufarik. والله القصة معروفة ومتداولة بين وسائل الإعلام. قصتي سأبدأ منذ أن كنت صغيرا. تأخرت في النطق، نطقت حتى عمري 2 و8 أشهر. نطقت بالقرآن الكريم حتى ذهل والدي. نطقت من أبرز الصور التي نطقت بها، نطقت بسورة كهف، سورة مريم، سورة طه، جزء عامة، جزء تبارك، جزء المجادلة، أجزاء من سورة البقرة والكثير من القرآن والحمد لله. بعدها وكرمني رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ربي يطول له في عمره إن شاء الله وربي يمتعه بصحته، وبه ظهرت للعلانية، وبه وجائزته كانت حافزا لي كي أواصل في المزيد بحول الله وقوته، وكما قلت كان له الفضل الكبير. بعدها كنت أراجع مع الشيخ القرآن الكريم، كنت أحفظ إلى أن ختمت وعمري 6 سنوات، ختمت بالأحكام، ختمت القرآن الكريم. Et voilà, il est en train de s'asseoir. Monsieur Gligarsen vient de nous rejoindre. Ahmed Gligarsen, bonjour. Et Saham Danek. On se l'était dit quand même juste avant. La veille, exactement. Quelques jours avant le début. Quelques jours avant, on s'était souhaité déjà un bon ramadan, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et de souhaiter le meilleur Yani, pour tout le monde en cette occasion. C'est un mois sacré. Un mois de piété, un mois où nos actions doivent justement correspondre justement à la volonté de Dieu, à la volonté divine et puis aussi au bien-être sociétal également. C'est une école de la patience. Oui. Ramadan, c'est en premier une école de la patience, une école du partage, de la générosité. Il y a aussi dans le Ramadan, il y a beaucoup de nostalgie. C'est pour ça qu'on va essayer d'aborder
Oui. pendant le long de ce mois. Un peu, on va faire un peu de l'histoire, de quelques biographies. Oui. On va voir, on va être un peu nostalgique pour Avec réviser plaisir. un peu l'histoire de l'Algérie, l'histoire, quelques repères, des noms phares de l'histoire de l'Algérie. C'est pour ça que justement. Avec plaisir. En tout cas, c'est toujours très intéressant de découvrir des noms qui se répètent parfois, mais dont on ne connaît pas le parcours. Et vraiment, ce sont des personnages qui ont marqué l'histoire musulmane du Maghreb, mais bien sûr qui ne sont pas connus, à part les lieux qui symbolisent leur passage et qui portent encore leur nom. C'est justement cette tendance à l'amnésie qui fait un peu que l'Algérien se cherche encore. Donc, Oui. malgré qu'il a tous ses repères, malgré qu'il a son identité propre, mais il continue à se chercher. C'est parce qu'il y a une tendance à l'amnésie qui fausse un peu ses repères, justement. Et on peut aborder en fait l'histoire de ces gens à travers... Il y a plusieurs façons de l'aborder. Ou bien en choisissant une époque, on peut choisir le personnage et son époque, on peut choisir aussi un lieu et qu'est-ce qu'il a produit. Justement, on va aborder... Qu'en est-il d'aujourd'hui, justement? Je suis Justement, curieuse de voir la cette fois, découverte de ce pendant matin. ce Ramadan, Inch'Allah, on va aborder, on va essayer d'utiliser cette façon de voir, c'est de choisir un lieu et de voir qu'est-ce qui s'est fait dans ce lieu le long de 1000 ans d'histoire presque, comme Tlemcen, Alger, Constantine, Annaba. C'est des villes qui sont de très vieilles villes. Il y a aussi... il y a aussi des régions, par exemple, quand on prend le Touet au Sahara, quand on prend la Kabylie, quand on prend l'Ouin Charis, c'est aussi des lieux qui sont très importants. Le Mzab aussi, c'est aussi... Le Mzab aussi, bien sûr. Il a ses spécificités. Exactement. Et ses personnages. Et donc, on va essayer d'équilibrer, de faire un petit équilibre régional et d'aborder plaisir. exactement. En tout cas, vous allez nous embarquer pour quelle destination tout de suite? Aujourd'hui, si vous voulez bien, j'ai choisi Tlemcen. J'ai choisi Tlemcen, mais je l'ai dit tout à l'heure à Amel, je me suis mêlé les pinceaux parce que je me suis retrouvé avec plein de noms. Et il y a énormément de Et savants filtré à tout ça à Tlemcen. Tlemcen, et comme j'ai pas fixé la date, je me retrouve entre Abou Mdiane Chouaib Tilimsani. Le plus célèbre. Voilà, jusqu'à professeur Mahmoud Bouayed, que j'ai eu la chance de connaître, donc qui est mort en 2014. Donc je me vois en... Alors, comment vous aider justement à le faire? Est-ce qu'on commence par le plus récent? On commence par le plus vieux. Allez, on commence par le plus on va ancien. au fondement, on va Abou au fondateur. Madiane. Exactement. Abou Madiane. Abou Madiane Chouaib. Bien sûr, on connaît l'histoire. C'est un Andalou qui est parti se fixer à Béjaïa. Et de Béjaïa, il a été invité à rejoindre le sultan Al-Mouhad, sultan Al-Mouhidine. Il l'invite à venir le rejoindre. Ses étudiants sont inquiets, ses disciples sont inquiets. Ils disent, vous êtes tout à fait contre ce genre de... Donc vous êtes un savant, un mystique. D'habitude, vous n'allez pas dans les cours, vous n'allez pas rejoindre les sultans. Il leur dit, ne vous inquiétez pas, il ne me verra pas, je ne le verrai pas. Ne vous inquiétez pas. Et là, pendant tout son chemin, il est là, il est très bien. Puis tout d'un coup, il tombe malade. Il arrive aux abords de Tlemcen, il leur dit, où est-ce que je suis? Ils lui disent, on est à Al-Abbad. Et il leur dit, c'est un lieu, et c'était là où il est décédé, Cheikh Abou Mdiane Chouaib. Et depuis, Tlemcen est devenu un lieu de pèlerinage mystique. Mais aussi, il y a eu la médersa qui a été construite par la suite. Ouais, c'est la médersa, mais c'est une très ancienne photo que vous nous avez amenée. C'est carrément de l'archive. Ça, c'est le lieu des ablutions, le wudu, dans Jama' Sidi El-Helwi. C'est une très vieille photo. Ce qu'on a vu avant, c'est la mesure. Sidi El-Helwi, c'est une très belle histoire aussi. C'était un saint homme qui distribuait des bonbons aux enfants pour les encourager à apprendre. Il se cachait derrière. Il était très généreux. Il se cachait. Il faisait un peu quelque part le fou, donc il était tout simple avec les gens, il distribuait le halwa aux gens, et à la fin ils se sont rendus compte que c'était un grand savant, que c'était un grand mystique. Et c'était, le surnom Sidi El-Helwi, et il y a une mosquée à Tlemcen qui s'appelle la mosquée de Sidi El-Helwi. C'était une belle approche pour faire aimer la mosquée, la médersa. Et là on est à... C'est une autre mosquée, c'est Sidi Belhassan, qui est devenue par la suite un musée.
Donc vous voyez le style. Et c'est aussi pourquoi ces mosquées, on montre les vieilles photos de ces mosquées. Parce que dans ces mosquées, c'était les universités de Tlemcen. Il y avait quelques médressas qui ont été construites, mais les lieux les plus importants d'enseignement, ce sont les mosquées. Il y a le Jam' al-Kibir. Vous savez que de toutes les constructions faites par les Almoravides, tout a été détruit sauf 3 grandes mosquées qui sont en Algérie. Donc il y a la grande mosquée d'Alger, celle de Tlemcen et celle de Ndroma. Donc nulle part ailleurs on peut trouver des vestiges des Almoravides. Voilà, donc c'est des monuments très importants pour l'histoire. Ça nous permet de comprendre ce qu'étaient les Almoravides. Ça nous permet d'étudier aussi cette époque. C'est aussi notre patrimoine. Il y a aussi tout un pan de la citadelle qui rappelle encore le passage de ces leaders almoravides, justement, qui régnaient à cette époque-là au Maghreb. Exactement. Donc, ils ont fait le Maghreb et l'Andalousie aussi. Donc, absolument. C'était une grande dynastie qui a fait son temps, qui a disparu, mais ces vestiges ne restent qu'en Algérie. Qui a marqué profondément l'Algérie. En tout cas, il n'y a pas famille algérienne qui ne cite pas un aïeux qui serait peut-être, Min al-Mourabité. Min al-Mourabité. Voilà. Et ça, c'est l'extérieur de la mosquée Sidi el-Helwi. Et dans la mosquée Sidi el-Helwi, très jolie, on trouve, il y a une colonne de marbre sur laquelle il y a gravé un cadran solaire. D'accord. Et donc, c'est aussi, ça nous permet aussi d'étudier et de comprendre le niveau scientifique de nos aïeuls, parce qu'un cadran solaire, ça permet de mesurer le temps, c'est quelque chose de très important en astronomie. Et le hic, c'est que la colonne se retrouve à l'intérieur de la mosquée, alors qu'elle devrait se retrouver à l'extérieur. Et donc, il y a pas mal d'hypothèses sur cette histoire, et ça fait partie de l'histoire scientifique du Maghreb, tout simplement. Et le scientifique que vous êtes, ça a dû l'interpeller de voir ce cadran, vous qui êtes astrophysicien également à la base. Et j'imagine un petit peu l'importance. De toute façon, dans les sciences, les savants qui ont marqué l'histoire de l'islam, les astronomes sont nombreux, et les astrophysiciens, je dirais, les aïeuls des astrophysiciens sont nombreux. Ils ont étudié un peu le mouvement des astres, ils ont étudié le calendrier, les différents calendriers, etc. Exactement. Très bien. Et donc, pour reprendre un peu la chronologie, on continue avec, bien sûr, les noms les plus importants. Vous me direz quels sont les noms les plus importants. Alors là, c'est la grande mosquée. La grande mosquée, c'est une vieille photo de la grande Jam' al-Kibir de Tlemcen, de l'extérieur. Avant qu'il n'y ait toutes ces constructions qui ont fini par l'étouffer un peu. Donc, il y a quelques grands noms. Il y a aussi Tlemcen et à Tlemcen, Constantine. Dans les grandes villes, on trouve aussi des noms, des familles de scientifiques. Donc, c'est des lignées. C'est des dynasties scientifiques, si on peut appeler ça comme ça. Donc, il y a les Ibn Marzouk, le Maraziq, qui ont produit pas mal. Donc, il y a Ibn Marzouk al-Jad, il y a le Hafid, il y a le Khatib, il y a le Kafif. Donc, c'est toute une lignée. Il y a les Uqbani aussi, c'est une lignée de Qadi. Il y a 3 Qadi au moins. Il y a les Maqarri aussi, c'est une grande famille. Ils sont originaires de Mogara de Msila, ils sont installés à Tlemcen. Au début, c'était des commerçants, mais au bout de la 3e, 4e génération, ils sont devenus des savants. Ils ont produit jusqu'à ce qu'on arrive avec Ahmed al-Maqarri, qui est auteur de Nafh al-Tib. Un grand érudit. Un grand érudit, l'une des plus grandes encyclopédies de la... ça, c'est l'image d'un manuscrit. كتاب نجم الثاقب في مالي أولياء الله من مفاخر المناقب de Ibn Sa'd al-Tilimsani, où il donne les biographies de 4 grands saints de la région. Donc il y a entre eux, il y a bien sûr Sid al-Houari de Haran, il y a Abou Medine Chouaib, il y a... Donc il a choisi un thème très particulier, une référence. Voilà, il a compris l'importance justement de la biographie. Voilà. Déjà à son époque. Donc c'était quel siècle là? On est au 15e. On est au 15e siècle. Ibn Sa'd, c'est le neveu de Al-Habba qui est mort en 1462. Donc on est déjà au 15e siècle. Au 15e siècle, on a un homme très important dans l'histoire de la culture islamique en entier, dans tout le monde musulman. Ses œuvres sont partout, c'est Sanoussi.
Oui. Sidi Mohamed bin Youssef Sanoussi, c'est un grand nom, c'est un gars très particulier. On l'appelle dans les encyclopédies de biographie Sahib al-Aqaïd. C'est le spécialiste du dogme islamique. Donc, Oui. l'Aqida, il a fait pas mal d'écrits sur ça. Ando tafsir, il a un tafsir, il a un livre sur la logique. Il a aussi fait l'exégèse du poème de son maître al-Habbak sur l'astrolabe. Très bien. Donc c'est un homme, il a un écrit en médecine, donc c'est un homme encyclopédique, mais il est connu partout. Quand vous tapez sur Google, vous cherchez les manuscrits de Cheikh Mohamed bin Youssef Sanoussi, vous trouvez en Afrique, vous trouvez en Asie, vous trouvez aux États-Unis, vous trouvez partout. Donc c'est un nom très important. Une référence. Une référence qui a été même, l'un de ses travaux a été traduit par Luciani, donc au début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, elle faisait office d'université, ces médecins. Ce n'était pas seulement pour l'apprentissage des préceptes de l'islam, c'était aussi, ça s'étendait à toutes les sciences qui existaient à l'époque. Il y avait aussi des niveaux qui ne sont pas déterminés comme on le fait maintenant avec le primaire, le moyen, le lycée. Ils étudiaient la même matière avec des livres de référence différents. Par exemple, il commençait, pour donner l'exemple de la grammaire, il commençait par l'ajromiya, qui était la basique, puis quand l'élève maîtrise l'ajromiya, il passe à l'Alfiya d'Ibn Malik. Quand il maîtrise l'Alfiya d'Ibn Malik, il passe à l'Amiya d'Ibn Malik. Et quand il est très très fort, il passe à d'autres livres de référence, je ne sais pas, Al-Kitab de Sibawi ou quelque chose comme ça. De plus, même chose quand par exemple, le fiqh en jurisprudence, ils étudient, enfin récemment, on commence par Ibn Ashir, puis Risalt Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, puis Mukhtasar Khalil. Et là, quand on arrive à maîtriser Mukhtasar Khalil, on devient tout simplement mufti. Très bien. Donc, c'est des paliers à travers les livres qu'ils étudient. Donc comme ça, on arrive. Il y a aussi à l'époque, on a aussi à Tlemcen, on a eu aussi des rois savants. On a eu Abu Hammoud Moussa Ziyani, Abu Hammoud Thani. C'était un homme très cultivé, un savant, un roi savant. Il a même laissé des écrits et c'est lui qui a amorcé la célébration du Mouloud à Tlemcen. En 767 de l'Hégire, il a commencé la première fête et pour la fête, ils ont construit le Mengana, la clepsydre, une horloge automate ils l'ont installé à Tlemcen pour la célébration du Mouloud. Abu Hammoud Moussa, donc il était très favorable aux scientifiques. Il a construit des médersa pour les fils de l'imam, Ibn l'imam, Abu Abdurrahman et Mohammed. C'est aussi une autre lignée de savants. Est-ce que j'ai oublié des noms? Bien sûr, il ne faut pas oublier les gens qui allaient visiter Tlemcen pour étudier. Il y a des gens de Mshdala qui sont partis, les Mshdali qui sont partis à Tlemcen étudier. Il y a aussi des Andalous qui sont passés par Tlemcen. Al-Qalsadi, il vient de Basta, qui est au nord de Grenade. Il est passé par Tlemcen pour étudier. Il y a aussi des échanges avec Fès, avec Bougie, avec Constantine. Il y a eu pas mal d'échanges entre ces villes pour ces savants. Je vais vous raconter une anecdote. Oui. Cheikh Sanoussi, l'un de ses maîtres s'appelait Hassan Aberkan. Hassan Aberkan, c'est un Algérien, c'est un Tlemcenien qui a vécu, qui est mort à Tlemcen. Or, il s'avère qu'il y a une ville au Maroc qui s'appelle Aberkan, qui s'appelle Berkane. Les gens ont compris que le père fondateur de leur ville, c'était Hassan Aberkan. Et, ironie de l'histoire, les manuscrits, les uniques manuscrits des travaux de Hassan Aberkan se retrouvent dans la grande bibliothèque de Rabat. Donc, ils ont pris ces livres, ils les ont édités et ils ont fêté le Saint-An tlemcenien comme étant le fondateur de la ville de Berkane. Berkane ou Tlemcen? Berkane. Voilà. Pour eux, il est mort. Voilà. Pour eux, il est originaire de Berkane. Donc, ils ont mélangé. En fait, Berkane, ça vient du berbère. Berkane, ça veut dire noir. Ça devrait être la couleur de la terre, du sol, qui est noir, et il l'appelle Berkane ou quelque chose comme ça, peut-être de l'ardoise, volcanique, de l'ardoise. effectivement. Mais ils ont mélangé. Bon,
ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a aussi ces liens qui se font entre les différents lieux du Maghreb à travers des personnages. Oui, et surtout que c'était des savants voyageurs, donc souvent, voilà, telle ville du Maghreb, voilà, essaye de se donner de la valeur à travers ce savant et de se dire, voilà, c'est notre savant, de s'approprier un petit peu ce savant. C'est ce qu'on appelle en histoire les mythes fondateurs des grandes villes. Donc il y a Romulus et Romulus à Rome. Donc c'est ce genre d'histoire qui se répète partout dans le monde. Chez nous, le père fondateur d'Alger, c'est Abdelrahman Taali, même si la ville a été construite bien avant lui, mais il a gardé ce titre. Il reste le symbole de cette ville, effectivement, donc, sur le plan religieux. Si on vient à plus récemment, après le premier exode de Tlemcen en 1837 et le dernier en 1843, donc les gens sont tous partis de Tlemcen, l'élite est partie. Il fallait bien sûr qu'il y ait des gens volontaires qui reviennent. L'un d'eux, c'était Cheikh Mohamed El-Harshawi, il a étudié à Fès, et il est revenu à Tlemcen, il est devenu mufti de Tlemcen, il est mort à la fin du 19e siècle. On ne le connaît pas, il n'est pas très connu, on ne le connaît pas assez bien, mais c'est comme le Medjawi à Constantine, c'est lui qui a rénové les sciences dans la région de l'Oranie, parce qu'il est resté, il a occupé un poste très important, il a consacré sa vie à l'enseignement, donc il a eu des générations et des générations de disciples, et ça a pu relancer un peu les sciences. Oui. Et entre autres résultats de ce mouvement, il y a Abdelaziz Znaghi. Abdelaziz Znaghi, c'est un homme très particulier. Il était très intelligent, un génie. Il a fait la médecine de Tlemcen, puis il a terminé ses études à la médecine d'Alger. Il a même participé à une... comment on appelle ça une rencontre, une caravane, ils ont envoyé d'exploration en Afrique, en Afrique saharienne. Donc il est parti avec des Français, il a participé avec eux. Il s'est porté volontaire à la Première Guerre mondiale, de 14-18, il s'est porté volontaire. Et il croyait que, comme résultat, les Algériens allaient récupérer quelques droits, allaient retrouver leur dignité quelque part. Mais bien sûr, la France a fini par tout simplement l'exiler et ils l'ont renvoyé chez lui, ils l'ont installé et du coup ils ont cassé sa carrière en fait. C'était un génie qu'on a cassé juste comme ça, qu'on a brimé parce qu'il avait des aspirations quelque part nationalistes bien avant la naissance du mouvement nationaliste en Algérie. Oui, souvent les professeurs d'arabe, les professeurs justement qui enseignaient dans les médersas subissaient justement des répressions très connues. Ils étaient pour certains exilés, pour certains exécutés et ils sont nombreux. La liste est longue. Ils ont payé. Donc il y a aussi le Hajj Ben parce que le colonisateur était conscient que apporter la lumière au peuple pouvait aussi l'éclairer sur ses conditions. Donc, et aussi quand quelqu'un est intelligent, quand il comprend, il souffre plus. Donc c'est des gens qui étaient très intelligents, ils étaient cultivés, donc ils voyaient la misère autour d'eux, ils comprenaient plus ce qui se passait, ils comprenaient les enjeux et ça les faisait souffrir. Donc certains tombaient dans la dépression, d'autres, chacun essayait de trouver un échappatoire à cette énergie qui sortait de lui. Et bon, des fois, il n'y avait pas d'issue pour ça. Tout à fait. Donc, on revient à la même période. Il y a le cas des Chouaïb, qui est très important aussi, qu'il faut citer. C'est l'un des chaînons de la grande chaîne de transmission. Et puis, il y a, bien sûr, Messali Hajj. Messali Hajj qui a été élevé dans la Zawiya d'Arqawi à Tlemcen, et c'est là qu'il a fait ses débuts, c'est là qu'il a étudié, qu'il a fait ses études. Donc au-delà du politique, il avait aussi cette facette. Bien sûr, il était d'Arqawi. Érudit, mais quand même il était personnage influent. Il a fait des études aussi à Tlemcen. Je dirais que si Messali Hajj était né ailleurs, donc il n'aurait jamais eu cette chance, parce que à Tlemcen, il y avait aussi, c'était une ville très conservatrice et l'enseignement, enseigner aux enfants était quelque chose de très important. Donc lui, il a eu cette chance. Et c'est là qu'il a eu les bases un peu. Et on connaît aussi que la Zawiya d'Arqawiya est une Zawiya très particulière parce que c'est une Zawiya qui a été de tout temps réfractaire. Elle était anti-régime. Donc c'est tout à fait normal que l'opposition vienne de Messali Hajj, qui ne viendrait pas d'ailleurs. On est en 1911.
il y a le grand exode des familles de Tlemcen. Le chef, c'est bien sûr le Hajj Ben Yillis, le chef d'une zaouïa qui décide contre la conscription, quand ils ont compris que la France allait directement vers la conscription des indigènes pour participer à la Première Guerre mondiale. Il a refusé et il organise une fuite. On ne sait pas réellement, entre 500, 1000 familles, on ne sait pas. À travers Tanger, ils prennent le bateau, ils rejoignent les exilés algériens en Syrie. Et ça a fait un bon coup pour la France parce qu'ils n'ont pas vu partir ces familles. Donc, une grande partie des grandes familles de Tlemcen qui partent comme ça, sans que les gens ne sachent qu'est-ce qui se tramait, qu'est-ce qui se préparait, sans qu'on s'en rende compte qu'ils sont sortis comme ça de la ville. Et ça a fait un grand coup. Et c'est aussi... Grâce à cet homme stratège. Exactement, le Hajj Ben Yillis, qui était aussi un grand savant. Donc, on voit bien que certains savants ont tout de suite rallié patriotisme à la culture, au savoir. Un peu comme les ulama comme Cheikh Abdel Halim Ben Smaya, Cheikh Al-Medjawi, comme quelques grands savants. D'autres ont hélas raté cette occasion. C'est l'histoire, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, effectivement, vous avez commencé par dire que c'est tellement dense. Si on s'approfondit dans l'histoire des savants de Tlemcen, ça risque de prendre des heures et des heures et des heures. Merci de nous avoir en tout cas permis d'avoir un aperçu général. On essaiera certainement de faire des gros plans plus tard et d'en découvrir certains un peu davantage. En tout cas, Tlemcen est une ville de savoir. C'était une plaque tournante pour les savants musulmans de tous bords et c'est très bon de le rappeler. En tout cas, merci Monsieur Ahmed Degergassen. Je rappelle que vous représentez le ministère des Affaires religieuses et des Waqf et que vous êtes également donc astrophysicien. Merci pour cet éclairage aujourd'hui et on attend la suite. Inch'Allah. Ça y est, on est abonnés. On est abonnés, premier abonné. Et j'espère qu'ils seront nombreux à vous suivre la semaine prochaine, Inch'Allah. Et voilà, en parlant justement de suite, nous allons tout de suite donner la parole à notre collègue qui, elle, nous emmène, notre collègue Iman Mahrougras, qui est dans la région. Elle vient d'Oranie, hein. Elle est à Oran. Et elle va tout de suite nous faire découvrir Marnia à travers son marché. En graines ou en poudre, la multitude d'épices qui agrémentent nos plats donne à ces derniers des saveurs exquises. Un savoir-faire que la reine des épices Marnia nous fait découvrir à travers ses étalages. مليون تسمى كنتحضروا رمضان فوالا واش يعجبك في هذا العطور تاع رمضان هذا تاع الشارب والاستوار تاع اصلنا من الجي بون كيما كل عام حنا كيقرب رمضان نجو باش نشرو دي زيبيس نشرو عفايس تاع رمضان هكا و ميم طون ثاني نخبوها مع العام كيما الحريره ناكلوها العام كاين تاع الكمون فلفل احمر فلفل كحل هذوما نشروهم نخدموا بهم مع العام. هنايا بنتي الحريره راس الحانوت الصوالح وهذا تجي الحريره نتاعها شابه. وعندنا سلعه مليحه حنا نطحنوا روحنا بيدينا فاهموا وسلعه شابه ما نخلطوش. Les épiceries forment un tableau de dunes aux multiples couleurs riches en parfums, ornées de différentes graines et plantes aromatiques en préparation pour le mois sacré de Ramadan. كاع الولايات يجيو هنا. علاش نروحها مبروكه عطريه مليحه وكلشي مليح. هاد لي زيبيس اصليين يجيو من بنغلاديش من باكستان من هادو ما يجوش من المغرب هي امبورطاسيون. وقت رمضان يديروا القرايص بالحريره سينو ما تجيش بنينه كون ما ديري لهاش الاعشاب ونتوحها. ولفنا نجيو المغنيه في لي زيبيس حرين وموان شار وشابين. Venus des wilayas limitrophes ou parcourus des centaines de kilomètres ainsi que nos compatriotes venus d'outre-mer, le marché couvert de Marnia accueille ses clients chaque année à l'approche du mois sacré. Voilà, on a un petit peu vu les couleurs du marché de Marnia grâce à Imen. Et tout de suite, notre invité suivant, M. Tahar Boukhnoufa, il représente le HCA au commissariat à la Mazirité. Et aujourd'hui, il va nous parler d'une très belle, enfin, il va nous donner des nouvelles relatives au 4e art. Voilà, j'ai résumé. Bonjour et bienvenue. Azul. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de nous avoir donné l'occasion d'expliquer un petit peu le programme qu'on a mis pour mettre un
petit peu les lumières sur les projecteurs sur le théâtre à Mazir. Cette fois-ci, donc, on a l'habitude d'organiser comme ça des activités au mois de Ramadan. Donc cette fois-ci, on a été sollicité par la diaspora kabyle établie au Canada pour organiser un petit peu parce que c'est tellement compliqué. Et puis c'est loin aussi. Oui, c'est loin. C'est loin. Ça a dû prendre des mois de préparation, cette initiative? Pas forcément, mais quelques mois, disons. Quelques mois. Il fallait bien quelques mois parce que c'est une logistique aussi. C'était compliqué aussi d'organiser pour la diaspora de venir, quel que soit. Maintenant, ça commence à changer. Donc, c'est une association qui est établie au Canada, c'est une troupe établie au Canada, formée, constituée de la diaspora kabyle au Canada. Donc, ils ont l'habitude de jouer au Canada. Ils s'intéressent au théâtre, ils ont formé une troupe. Oui. Déjà ils sont constitués en association, en plusieurs réseaux, donc voilà, ils forment aussi les jeunes générations au théâtre. Donc à partir de là, donc ils ont constitué une troupe qui joue plusieurs pièces. Très bien. Et donc pour venir en Algérie, donc on a programmé une pièce qui s'appelle Le Retour de Nafa. Le retour de Nafa. Nafatima, le diminutif de Nafatima. Oui. Donc, Nafatima. Il y avait une pièce, une première version qui était intitulée Fidek Nafa, Nafatima. Donc, il y a une deuxième version qui a été rejouée en 2018 et qui commence à tourner un petit peu, ce soit au Canada, en France et maintenant en Algérie. Le retour de Nafa. Donc, c'est un petit peu un tableau qui reflète un petit peu la société kabyle, la société villageoise kabyle, et à travers une femme, une vieille femme qui a su garder sa langue kabyle simple, avec sa vision du monde, sa vision de l'époque actuelle et ce qu'elle a vécu à travers les âges, à travers elle a vu le passage de nombreuses générations. En face d'un médecin qui a fait ses études, qui voit autrement le monde, mais qui découvre en fait que cette vieille femme a beaucoup de connaissances, même si qu'on ne considère pas scientifiques, mais c'est des connaissances, c'est de la sagesse. Acquise par le vécu. En fait, c'est tout un vécu qui a dû forger cette Nafatma, donc qui est à l'honneur sur différentes planches et sous quelque part le label du renouveau du théâtre à Mazir, parce que quelque part ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de pièces en tamazirt. Oui, on entend beaucoup parler du cinéma. Maintenant, c'est vrai que le jeu de scène s'est un peu introduit dans le petit écran. On voit beaucoup de feuilletons, beaucoup de films, sur le grand écran également, mais le théâtre un petit peu moins. Je dirais le contraire, en fait, oui. Parce qu'il y a pas mal à l'échelle régionale, peut-être que ça bouge mieux. Forcément, c'est une langue qui n'a pas... On ne peut pas attirer beaucoup de monde avec une pièce qui se joue en tamazirt dans d'autres régions, donc c'est un petit peu concentré dans des régions. Mais là, ça ne va pas être le cas. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que... il ne faut pas oublier qu'on a un festival national du théâtre à Mazir, et aussi les théâtres régionaux, du moins les théâtres régionaux de Tizi Ouzou, de Bijaya, de Batna, de Moulbouakri, qui montent des pièces théâtrales en Tamazirt. Sauf que c'est vrai que pour attirer ou faire un petit peu l'écho ailleurs, c'est un peu compliqué, ça reste toujours compliqué. L'association qui vient du Canada, ou la troupe qui vient du Canada, qui a pris le nom de Théâtre du Renouveau à Mazir,
qui existe maintenant depuis 10 ans au Canada, qui a su former. C'est aussi un écho à cette démarche de renouveler un petit peu au sein de la diaspora kabyle déjà au Canada, et aussi même parce que c'est des universitaires qui ont fait des études supérieures, qui occupent des postes aussi au Canada, et qui ont une vision du renouveau de la culture amazigh entièrement. Très bien. Donc cette fois-ci... C'est un outil d'expression qui les aide justement à garder le contact avec les racines, avec le pays d'origine. Bien plus que ça, c'est des messages. Hein. Le théâtre, c'est des messages. C'est essentiellement des messages. Cette fois-ci, on les invite pour jouer un peu dans les 4 On va coins du rappeler les pays. dates justement et les lieux. Hein. Donc les dates, on commence tournée. par le Théâtre National Mohiddin Bechtazi Ici, à Alger. Donc c'est pour la première, c'est au niveau, ça se passe le 11, plutôt le 12, le 12 mai. dimanche, Le 12 mai sur les planches du théâtre. Voilà, à partir de 22h. Deuxième escale, donc c'est au théâtre régional d'Oran. Oran. Le 15 mai, le mercredi 15 mai, toujours à partir de 22h. Troisième escale, donc c'est à Batna, au TRB de Batna, toujours à partir de 22h. Batna, donc le 18 mai. Le 18 mai, samedi. Et on termine le lundi 20 mai au théâtre régional de Tizi Ouzou, au théâtre régional Ketbiassine de Tizi Ouzou, un lundi 20 mai à partir de 22h toujours. Donc le public est cordialement invité à venir assister, à découvrir aussi, parce qu'il y a de belles choses qui se font par la diaspora, par nos compatriotes qui habitent à l'étranger, et aussi pour découvrir un petit peu cette rétrospective de ce qui s'est passé, et cette vision du monde à travers les yeux de Nafa. Moi, ça doit être, j'imagine, plein d'humour et des situations où il y aura de l'humour. Oui, où il y aura c'est un voyage aussi, c'est un petit peu des un moments voyage. tragiques. Il y a les deux. C'est un mix très sympathique, vous me disiez. Effectivement, il y a des scènes où on a envie de pleurer de rire, et aussi on a des scènes où on a envie de pleurer réellement, parce que les deux personnages, je rappelle, cette fois-ci, il sera joué par Brahim Ben Ammar, qui joue dans le rôle du médecin, et Arab Sri qui joue dans le rôle de Nafatima. Donc c'est des scènes, c'est des tableaux un petit peu qui nous font voyager aussi à travers les âges, et aussi qui nous rappellent à travers notamment le personnage de Nafatima, c'est que on voyage à travers les temps, mais aussi à travers les cœurs. Elle nous transporte par sa vision, par sa tendresse aussi, sa sagesse, sa langue simple et simpliste qui finalement transmet beaucoup de savoir. Donc c'est une invitation au public de venir découvrir. Elles sont intéressantes de toute façon quand on sillonne la Kabylie. Les vieilles dames, on sent leur force déjà. Elles sont présentes dans la rue, contrairement à, par exemple, aux grandes villes, on ne voit pas les personnes âgées circuler avec autant de fierté que les dames âgées dans les petits villages, les petites bourgades au niveau de la Kabylie. On les voit, elles sont pleines de force, pleines de sagesse, et voilà, on sent qu'elles dominent. C'est vraiment il faut pas oublier matriarcal. Il faut pas oublier que c'est leur espace, et un petit peu, c'est le seul espace qui leur reste, où ils ont un peu de liberté, un peu de pouvoir à exercer un pouvoir, et aussi donc, et c'est leur espace, donc c'est leur décor naturel. Ils ont et comment dire, cette confiance en soi, cette assurance qu'elles ont est due justement à tout un vécu, toute une expérience qui sera un peu révélée par le jeu de notre comédienne qui campe le rôle de Nafatma. Donc on pourra s'inspirer un petit peu et se rappeler le parcours de toutes ces dames qui sont fortes
en Kabylie, et qu'on salue d'ailleurs. Effectivement, donc c'est aussi, je répète, c'est que le théâtre, c'est un message, et qu'à travers ces deux personnages, donc ces deux générations, deux visions du monde, mais finalement qui se croisent à un moment donné, parce que il y a beaucoup de choses à partager aussi. L'humanité a beaucoup de choses à partager, et que finalement un retour aux sources aussi est nécessaire pour aborder l'avenir. On ne peut pas aborder l'avenir comme ça du vide et en reniant ce qui est fait dans le passé, mais il faut aussi revenir au passé, revenir aux sources pour se ressourcer et redémarrer encore de l'avant. C'est ça un petit peu le message essentiel de... Si on ne connaît pas ses racines, si on ne connaît pas vraiment sa véritable identité, on ne peut pas aller vers l'universel si on n'est pas imprégné de son identité, tout à fait. Mais effectivement, c'est des expériences humaines aussi qui enseignent à ce qu'on évite des erreurs, ou avoir un petit peu les bases pour démarrer pour un avenir meilleur. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Tahar Boukhennoufa. Donc je rappelle que vous êtes représentant du Haut Commissariat à la Mazérité. Merci de nous avoir permis de parler de 4e art cette fois-ci. 4e art à travers cette troupe du Théâtre de Renouveau Amazigh du Canada qui va sillonner les différents théâtres. On rappelle une dernière fois donc les étapes. Donc le Théâtre National algérien Mahidine Bachtarzi le 12. Théâtre régional d'Oran le 15, mesdames, messieurs, et puis Théâtre régional de Batna 18 mai et Théâtre de Tizi Ouzou le 20 mai prochain. Donc ça se passe à partir de 22h, bien sûr. Et voilà, j'espère que vous serez nombreux à les encourager et à profiter de cette œuvre théâtrale nouvelle qui nous vient du Canada. Merci encore une fois. Merci à moi. Et Sahar Mdanek. Sahar Mdanek. Et voilà, tout de suite, on retrouve Nabil Kitouni. Mesdames, messieurs, restez avec nous après ceci. J'essaye de reconnaître ce thème musical, mesdames, messieurs, qui justement annonce la rubrique cinéma et l'arrivée de Nabil Kitouni, mais j'ai du mal. Alors, éclairez-moi, Nabil. Ça, c'est la musique de Pulp Fiction, le film de Pulp Fiction de Tarantino. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une saga qui séduit les différentes générations, je dirais. Différentes générations, pas seulement les plus jeunes, c'est bien de le souligner exactement. Le sujet d'aujourd'hui s'articule autour de l'univers Marvel au cinéma. Oui. Je parle la rencontre des super-héros avec le 7e art. Voilà. Oui. Cela fait, il faut savoir, ils évoluent en solo et puis ils se sont en regroupés. solo, il y a des groupes, il y a des équipes qui se forment.
Cela fait plus de 10 ans, pour ne pas dire 15 ans, que les films Marvel squattent les premières places au box-office mondial. Donc c'est pas seulement un effet de mode, je parle de nouveau, je parle des films Thor, Iron Man, Spider-Man, X-Men et les Avengers, bien sûr. Bon, après, ils ont formé un groupe, bon, il y a plusieurs. Et on parle de recettes records qui font pâlir de jalousie certaines industries même, qui voudraient avoir, leur part du gâteau. Moi, je dirais que c'est vrai que ça a un aspect commercial, mais il y a une part de rêve qui emporte, je pense. Bien sûr. L'aspect commercial. Le quotidien est devenu difficile à travers le monde. Hein, exactement, voilà, où on a besoin d'espoir. On a besoin de rêver aussi. De rêver aussi, l'évasion et tout. C'est vrai qu'on parle de recettes records. Dans la catégorie, par exemple, film ayant engrangé le plus de recettes dans le monde. Là, le dernier opus, si on peut envoyer, je dirais, les bandes annonces, on va voir. Et Avengers Endgame. Avengers Endgame, il y aura aussi d'autres bandes annonces. Le dernier opus vient de détrôner Titanic. C'est avec plus de 2 milliards de recettes. C'est le deuxième film le plus rentable de toute l'histoire du cinéma. C'est pour dire. Il y a eu beaucoup de bruit autour des tournages. C'est pas seulement, mais vous imaginez, ça fait 22 ans que Titanic caracole à la deuxième place. Le film de James Cameron, et là le film vient d'être détrôné par Avengers, et il s'apprête tout vraisemblablement. Avengers Endgame, qui rentre dans les salles chez nous aussi. Voilà, Ibn Khaldoun, on peut le voir. Et tout vraisemblablement, le film s'apprête à détrôner un autre film de James Cameron qui est en première place, Avatar. Vous imaginez un petit peu, voilà. Donc vous avez là... Une prouesse technologique. Voilà, une prouesse technologique, mais Avengers Endgame, c'est la même chose, c'est les histoires. Mais la question, c'est pourquoi ces films fascinent? Pourquoi ces films, comme vous dites si bien? Je vous pose la question, Nabil. Oui. Parce que, premièrement, parce qu'il faut faire un parallèle, contrairement aux personnages de DC Comics, c'est-à-dire Batman et Superman et tout, les personnages sont ancrés dans le réel. Dans ces Batman et Superman, vous avez des villes imaginaires, par exemple Gotham, Metropolis. Là, vous êtes à New York, vous êtes ancré dans le réel. Voilà. Il y a une certaine forme d'identification aux personnages, parce que les personnages, c'est pas seulement des super-héros qui ont des pouvoirs, c'est des gens qui ont des doutes, des personnages qui ont des doutes, qui ont leurs faiblesses. Donc, il y a une certaine forme d'identification. C'est les codes aussi qui véhiculés aussi comme l'espoir, voilà, tout ceci fait que vous avez cette rencontre entre un grand public, un large public, de plus en plus large, et ce cinéma-là. Ce petit animal, en tout cas, il est attendrissant. Moi, il m'a toujours... J'ai toujours aimé. Ça, oui, c'est les gardiens de la galaxie. Gardiens de la galaxie. Donc, on parle de combat épique. Ils seront présents dans le dernier, donc moi, voilà. Je ne peux pas raconter tout le film, parce que sinon, ça va se spoiler. On peut parler de combat épique, on peut parler de codes véhiculés par le film, voilà. Mais à qui on doit tout cela, cet univers de super-héros, cette galaxie de super-héros, à un homme qui est décédé. Dommage, nous n'avons pas les images de ce personnage qui s'appelle Stan Lee, qui est décédé à peine un an. Voilà, c'est à lui qu'on doit tout ça. Il faut savoir que l'univers, et je veux dire la galaxie Marvel, c'est 5000 personnages, 70 années d'histoire. Et tout cela a débuté dans les années 30. Et ce n'est pas par un hasard que ça a débuté. C'était d'abord des bandes dessinées. Des bandes dessinées, tout ça. Et ces super-héros sont apparus dans les moments les plus troubles, les plus critiques de notre histoire. On parle de 29, la crise de 29, 30. On parle de la Seconde Guerre mondiale avec l'apparition de Captain America et tout ça. Il y avait besoin de véhiculer quelques espoirs, cette voie à l'espoir. De donner ce héros imaginaire. Et tout ça. Et le troisième volet, je dirais, là où ça devient encore de plus en plus intéressant, c'est les années 60, c'est la crise de Cuba, c'est les missiles, on est en pleine guerre froide. Là, vous avez aussi le troisième volet, c'est le troisième type de super-héros. Parce qu'il faut savoir, vous avez 3 catégories. Vous avez le super-héros qui naît avec des pouvoirs, ce qu'on appelle des pouvoirs divins, comme Thor. Spider-Man qu'on va voir. Non, Spider-Man, voilà. Lui, c'est la 3e génération, c'est-à-dire la 2e, c'est-à-dire c'est la radioactivité. C'est piqué par un insecte, comme Hulk, les rayons gamma et tout ça. Vous avez des super-héros nés avec des pouvoirs comme Thor, vous avez des super-héros qui fabriquent leurs propres pouvoirs comme Iron Man et tout, et vous avez cette catégorie qu'on appelle les enfants de l'atome qui sont nés dans les années 60 avec le problème, c'est-à-dire la guerre froide, la crise de Cuba, l'histoire des missiles, le nucléaire et tout ça. Donc voilà, on appelle ça les héros, les enfants de l'atome. Vous avez 3 catégories de super-héros. Et ce qu'on va voir, voilà, là c'est Spider-Man, c'est le prochain volet, c'est-à-dire de Marvel qu'on va voir bientôt. Il y a eu juste avant Avengers Endgame, Captain Marvel qui était en salle aussi cette année. Il y avait Captain Marvel, bien avant, il y avait Black Panther. D'ailleurs,
Parce qu'il ne faut pas dire, comme vous dites tout à l'heure, des films Black commerciaux, aussi, des films seulement, des films commerciaux et tout, mais Black Panther, il faut dire qu'il a été nommé comme... il a eu une nomination aux Oscars comme meilleur film. Des nominations, il a remporté un Oscar, je pense, pour la musique, ou, si je ne me trompe pas. Mais c'est pour dire que ce n'est pas seulement des films qui sont là pour amuser la gueule et tout, c'est des films qui parlent à cette génération, des films qui parlent à un moment précis, et des films qui ne sont pas là, ce n'est pas un effet de mode, cela fait plus de 15 ans que ces films caracolent, voilà. Ou comment dire, l'effort en matière de aligner l'artistique aux technologies. Justement, voilà la est question. important. Est important. Pourquoi ces films, on l'a entendu, il faut voir que les premiers Marvel, grands, je ne parle pas des Marvel qui ont été produits, qui ont été produits, je veux dire, parce qu'il y a eu des petites productions. Les productions Roger Corman, il y a eu des Capitaines Américains bien avant, il y a eu les 4 Fantastiques bien avant, mais cela n'a pas réussi parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre de la technologie, l'évolution du cinéma, avec les effets spéciaux qui ont apporté beaucoup à ces films-là. Ce qu'on va voir quand vous voyez le fond vert et tout ce qui s'ensuit. Avant les Marvel, il y avait DC Comics avec Batman et tout ça. Bon, mais ces films-là, Marvel avait besoin de prouesses techniques, c'est-à-dire où il y a eu cette rencontre du cinéma, cinéma et technologie, pour arriver à cet effet-là. C'est-à-dire c'est pour ça que ça est apparu vers fin des années 90, c'était 99, je pense que c'était les X-Men, les premiers c'était les X-Men, après il y avait Spider-Man, il y a eu les reboots de Spider-Man parce qu'il y a eu une histoire de compagnie rachat par Walt Disney et tout ce qui s'ensuit. Puis il y a eu les premiers héros des Avengers, parce que pour introduire, avant les Avengers, il y avait Iron Man, Thor et tout, puis ils ont formé ce Capitaine Américain, puis ils ont formé ce groupe-là. Voilà. Et c'était séducteur de voir plusieurs héros réunis. Oui, c'est dans le même voilà, univers. Il y a eu. C'était quand même séducteur, ça. Voilà, une idée un peu brillante. Oui, il y a eu les Gardiens de la Galaxie, comme j'ai bien dit, il y a les X-Men, et bientôt, je pense qu'ils vont mettre sur grand écran les Immortels. Tout l'univers, je dirais, des Marvel, quoi. Tout l'univers Marvel, il va avoir un reboot parce que ça a été racheté encore une fois par Disney, des 4 Fantastiques, des X-Men, on va encore voir. Voilà, donc je veux dire que l'histoire est toujours d'actualité, ce n'est pas encore fini, et c'est toujours des films qui caracolent le box-office, des films qui engrangent des milliards et des milliards. Alors vous imaginez, ils ne vont pas s'arrêter là. Qui dit milliards, dit beaucoup. Je ne parle pas de merchandising, comme pour Star Wars et tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est tout un univers. Oui, parce qu'il y a aussi des accessoires qui vont suivre, des personnages en miniature, j'imagine. Comme une fois encore, ce que je rappelle, les Américains parlent de rentabilité. Ils ne disent pas le nombre d'entrées, ils disent voilà, le film a remporté tant. Contrairement à d'autres, je dirais, d'autres box-office européens, on dit voilà, il y a eu le nombre d'entrées, 2 millions. Ce film, il y a eu succès parce qu'il a eu 2 millions d'entrées, 2 millions d'entrées. Et là-bas, si vous dépassez une certaine barre par rapport aussi à la porte, combien a coûté le film? Il faut savoir aussi combien a coûté le film. Si le film a coûté 100 millions, 300 millions de dollars, et si le film remporte le double, là, il y a déjà succès. Il y a aussi des... Voilà. Différents paramètres. Et en plus, il faut savoir aussi, les personnages sont campés par des acteurs de renom. Ce ne sont pas des acteurs, Robert Downey Jr., voilà, Chris Evans, Scarlett Johansson, ce sont des acteurs qui ont fait leur parcours et qui ont fait leurs preuves. Dans le dernier Avengers, je pense qu'il y a un héros qui va décéder. Allez, il ne faut pas dire ça, parce que là, vous allez avoir... Il ne faut pas dire un héros, il faut dire plusieurs. Ah, spoiler les choses. Non, je ne sais pas, il ne faut pas le dire. Voilà. Moi, je n'ai pas vu encore. Il ne faut pas gâcher le plaisir des gens qui vont le voir. Ça va être ma sortie du week-end. Je voulais le week-end dernier. C'est une évasion. En plus, c'est plus de 2 heures de projection. C'est plus de 2 heures de projection, là aussi. Il a battu le record du précédent Avenger, qui est 2 heures et quelques, et là, ça avoisine les 3 heures de projection. Parce que mettre en valeur toute cette panoplie d'acteurs, et je veux dire de super-héros, et l'histoire tient debout. Voilà. C'est pas une histoire, c'est pas simplement l'histoire, je dirais, la thématique, la lutte du bien contre le mal, je parle de doute, c'est vraiment ancré dans la réalité. Oui, ce sont des scénarios très élaborés en fonction de l'actualité, en fonction de notre quotidien, en fonction de nos émotions actuelles par rapport à notre monde actuel. Il faut savoir aussi les effets spéciaux, toute l'armada technique et technologique mise... c'est-à-dire au service de ces films-là. Maintenant, on voit ça, vous pouvez le voir dans les séries, maintenant les amateurs de Game of Thrones, ceux qui suivent la série Game of Thrones, quand vous voyez des combats hippiques et tout, c'est pas les séries des années 80 et tout,
sans porter, je dirais, non, mais un jugement comme l'incroyable Hulk des années 80. Voilà, le plus récent Hulk était différent. Quoi. Oui, il y a eu 3 Hulk. Je parle au cinéma, il y a eu 3 réalisateurs, 3 Hulk différents, 3 acteurs. Il y a eu Eric Bena, Edward Norton et Mark Ruffalo pour le dernier Hulk. Ouais. 3 réalisateurs, 3 Hulk, c'est comme... Bon, mais je parle des années 2000, pour les années 2000. Voilà. Voilà, mais en tout cas, les fans de chaque héros seront ravis de voir... De l'univers. Oui, là, il y a cette guéguerre entre les héros et les personnages de DC Comics et Marvel. Parce qu'au cinéma, je parle au cinéma, DC Comics n'a pas trop réussi. Il y a eu quelques films, simplement. Mais ils ne jouent pas dans la même catégorie. Je parle au cinéma, encore une fois, c'est pas dans la même catégorie en ce qui concerne le succès au cinéma. On attend encore, parce que la Ligue des Justiciers, qui était, je veux dire, on faisait le parallèle avec les Avengers, la Ligue des Justiciers n'a pas fait autant de succès que les Avengers, la Ligue des Justiciers qui regroupe Superman, Batman, Wonder Woman et tout, Green Lantern et tout, quoi. Avengers in-game en salle, donc... à Sani Ben Khaldoun, je crois, il y a encore quelques salles. Et Ben Zaidoun également, voilà, il me semble. Ouais. Il y avait la salle, mais c'était pour 2 jours, la nouvelle salle de Chalaga. Il y a une nouvelle salle, voilà, qui a ouvert récemment à Chalaga. Le film a été projeté dans cette salle, mais je ne sais pas si le film est toujours à l'affiche. Programmé, toujours à l'affiche. Mais il faut aller le voir. Voilà. Parce que les soirées sont longues. Ouais, 3 heures de projection, 2 heures, un autre univers, et cela change du quotidien, voilà. Ouais, puis voilà, on peut programmer une soirée cinéma à l'aise pendant le Ramadan. Le prochain rendez-vous, ça sera les séries. On va parler de séries prochainement, parce que pour le Ramadan, c'est les séries qui priment. On va parler des séries algériennes, de nos séries, et voir si ça marche, si les personnages sont... On leur laisse le temps de s'installer. J'espère qu'ils vont s'installer d'abord. Voilà, en général, au début, on découvre les personnages, la situation, et puis ça devient plus intéressant à partir de la première, on va voir si cette année, voilà. On va voir ces sagas avec vous, Nabil Ketouni, prochainement. Merci. Merci à vous. Et puis, Sahar Mdanek, bon courage pour cette deuxième journée de jeûne. Merci. Autant pour vous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à nos programmes et passez une excellente journée également. À très vite. À demain. Demain avec Amel. Et puis moi, je vous retrouve dès lundi. À très bientôt. Au revoir.